On va s'intéresser au dosage pH métrique. Je vous rappelle que l'enjeu du dosage est de déterminer le volume équivalent, car grâce au volume équivalent, on peut déterminer la concentration de l'acide dans le cas où on souhaite doser une solution acide. Je me restreins à cet exemple. Je vous rappelle les modalités expérimentales de la soude dans une burette parfaitement connue en termes de concentration. Le volume à verser va changer. Et dans le bécher, un acide de volume connu, une concentration inconnue et un volume d'eau qui peut être ajouté. Il est souvent nécessaire effectivement de rajouter de l'eau parce que dans ce dispositif, on va utiliser une sonde qui va nous permettre de suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé. En réalité, la sonde est constituée de 2 électrodes. Un pH-mètre est en fait un voltmètre. On détaillera davantage son mode de fonctionnement quand on étudiera le cours d'oxydoréduction. À ce niveau, il va falloir faire une petite distinction, en effet, entre le dosage d'un acide fort et le dosage d'un acide faible. On va commencer par le dosage d'un acide fort. Je vous rappelle qu'en solution aqueuse, tous les acides forts réagissent de manière identique avec l'eau et donnent en fait en solution l'ion H3O+. Donc, on va chercher à déterminer la concentration initiale en H3O+, dosé par la soude, ce qui nous donne 2 H2O avec une constante de réaction qui vaut l'inverse du produit ionique de l'eau, qui vaut donc 10 puissance 14, très grande, et réaction qui est ici immédiate. Quand on fait le TP, on se rend compte que le pH évolue de cette manière-là en fonction du volume de soude versé. Une courbe en marche d'escalier. La modélisation a été réalisée dans un document qui a été fourni sur le Drive. C'est des courbes qui sont logarithmiques en fait. Quand on étudie ceci, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement une zone de pH qui est globalement plus faible que 7 et qui donne des solutions majoritairement acides. Ceci correspond donc au cas où H3O+ est encore présent de manière majoritaire en solution, à savoir qu'on n'a pas mis assez d'HO- dans le milieu grâce à la birette. H3O+ est alors en excès dans cette partie. Par contre, si on a dépassé 7, ça veut dire que HO- devient majoritaire et prépondérant. Ça veut donc dire qu'on en a trop mis. Suffisamment pour neutraliser tous les H3O+. Ainsi, l'équivalence se situe donc entre les deux. Ici, ce point va correspondre effectivement à l'équivalence. Et ainsi, on détermine le volume équivalent comme ceci. On a répondu à notre enjeu en fait, puisqu'on avait donc grâce à la formule précitée dans un document précédent, on détermine CA, l'objectif est atteint. Typiquement parlant, il faut le déterminer, effectivement, ce volume équivalent. Vous avez tous vu dans votre cursus antérieur qu'en utilisant la méthode dite des tangentes, c'est-à-dire qu'on trace une tangente sur la partie basse, choisissez un point tel que la tangente et une inclinaison d'à peu près 45 degrés par rapport à l'horizontale. Et en cherchant la tangente parallèle, tangente à la courbe sur la partie haute, on obtient ces deux droites parallèles. Et on cherche la droite équidistante. Vous débrouillez pour l'obtenir. Souvent, on trace les perpendiculaires. Et l'intersection de la droite équidistante aux deux tangentes parallèles avec la courbe donne ce qu'on appelle le point équivalent. Il se trouve que dans le cas du dosage d'un acide fort par une base forte, le pH correspondant vaut 7 et on obtient ainsi le volume à l'équivalence. Pourquoi est-ce que le pH à l'équivalence vaut 7? C'est très simple. À l'équivalence, on a consommé la totalité des H3O+,
et on a consommé la totalité des H-. Ainsi, il reste quasiment rien en H3+ et H-. Et je vous rappelle que quand les proportions stoichiométriques sont respectées dans l'état initial, elles le demeurent tout le temps. Si bien que, à l'équivalence, la concentration en H3O+, certes ridicule, est égale à la concentration en H-, certes ridicule. Ce qui implique, en utilisant le produit ionique de l'eau, que le produit des deux, à savoir soit le produit de l'un au carré ou le produit de l'autre au carré, est égal à 10 puissance 14, moins 14, pardon. Donc la concentration de chacune de ces espèces est égale à 10 moins 7. Ainsi, le pH vaut donc 7. Voici pour la détermination effectivement du volume équivalent. Une méthode scientifiquement plus pertinente, c'est l'utilisation de la dérivée numérique. Encore faut-il disposer d'un logiciel qui permet effectivement de le faire comme Regressi. Ainsi, on se rend compte effectivement que si je trace la dérivée du pH par rapport au volume, on va passer par un maximum. Le maximum donne le volume équivalent, et pour trouver le pH équivalent si on en a besoin, eh bien on reporte sur la courbe et on trouve ici le pH à l'équivalent. Cette méthode est nettement plus satisfaisante. En réalité, vous devez savoir que la méthode des tangentes est rigoureusement faute. Le seul cas où elle est juste, c'est quand les concentrations en base et en acide sont les mêmes. Donc en l'occurrence ici, de manière générale, ce n'est pas le cas. Elle est bien pratique. Donc d'un point de vue expérimental et approché, ben, on peut le faire, notamment quand on a une version papier de pH en fonction de V. Mais si vous avez la possibilité d'utiliser un logiciel pour avoir la dérivée numérique, c'est nettement plus satisfaisant. Voici pour le dosage d'un acide fort par une base faible. Pardon, d'un acide fort par une base forte. On peut du coup faire une digression et traiter du même coup les dosages colorimétriques. Un dosage colorimétrique est tel que le repérage à l'équivalence est réalisé par le changement de couleur d'un indicateur coloré que l'on place dans le milieu. L'indicateur coloré, en fait, dans notre cas, est un acide faible qui va changer de couleur quand on va passer de cette zone-là à celle-ci. En règle générale, l'acide faible a une couleur, la base conjuguée de cet acide faible a effectivement une autre couleur. Ce qui implique que dans la zone du diagramme de prédominance où on est aux alentours de pK, il y a le changement de couleur. Ainsi, ça implique qu'on doit choisir un indicateur coloré de telle manière que le pH à l'équivalence soit à peu près égal au pKa du couple de l'indicateur, obligatoirement. En général, la zone est assez large. N'oubliez pas que dans les diagrammes de prédominance, il y a sensiblement les mêmes concentrations entre pKa-1 et pKa+1, ce qui fait qu'il y a une largeur. Pour le changement de couleur. Ainsi, si la courbe est très abrupte, il n'y a pas de souci, vous allez avoir une incertitude relativement faible. Là commence le changement de couleur, là finit le changement de couleur. Pour la détermination de VEC, à la goutte près, ça suffit. Par contre, envisageons le fait que la solution soit peu concentrée à doser, eh bien le changement de couleur va se faire sur cette zone, d'où la très forte incertitude sur la détermination de VEC. En définitive, le dosage colorimétrique, c'est pas mal si la concentration est importante. Par contre, si la concentration n'est pas importante, c'est vraiment pas bon du tout. Au final, c'est vraiment cette méthode qui est la meilleure. Dosage d'un acide faible par une base forte dans une prochaine vidéo.